BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face aujourd'hui entre Pascal Auclair et Raphaël Pitoun. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pascal Auclair pour La Française Asset Management et Raphaël Pitoun pour Celern Investment. Raphaël, vous êtes à Londres. Et bien évidemment, on va largement parler du Brexit, de ses conséquences, de ce qu'il faut maintenant prévoir. D'abord, un petit mot sur l'état d'esprit de cette fameuse City. Certains nous disent on a finalement effacé en quelques jours l'impact du Brexit à la Bourse de Londres. Encore qu'il faut le comprendre en euros ou en livres, c'est selon. Oui, absolument. Je pense que se focaliser sur la réaction des marchés sur quelques jours serait véritablement une erreur. Le champ des possibles est extrêmement large entre un scénario favorable ou une sortie amicale de l'Union européenne et négociée avec le Royaume-Uni, et un scénario beaucoup plus défavorable où il y a une série de référendums en Europe. Un pays sort. Si c'est un petit pays, ça ira. Si c'est un grand pays, les gens vont commencer à éventuellement imaginer la possibilité d'une dislocation de l'Union européenne. C'est pas notre scénario. Je dis simplement que les scénarios sont extrêmement vastes et ça explique la volatilité qu'on voit depuis quelques jours sur les marchés financiers. À la française, Pascal, comment avez-vous vécu, réagi, géré dans cette période de remous, c'est le moins qu'on puisse dire quand on regarde les indices en tout cas? Alors, de façon générale, vous savez que nous avions abordé l'échéance avec une position qui était une position plutôt prudente. Alors en même temps, on était prudent en termes d'investissement, mais en même temps, on ne croyait pas en effet à ce Brexit. C'était une précaution, je dirais, pour protéger les investissements de nos clients. L'annonce, évidemment, nous a surpris, et globalement aujourd'hui, avec quelques jours de recul, je n'ai pas le sentiment que les marchés nous offrent dans leur globalité, en particulier dans la sphère action, un niveau qui soit vraiment un niveau d'opportunité par rapport à un faisceau d'incertitudes qui est à la fois politique mais qui est également économique. Donc ça nous laisse toujours à quelques jours de l'échéance, dans une position qui est une position de stratégie d'investissement plutôt prudente, très globalement. Mais on a le sentiment qu'on va rester éternellement prudent là pendant des trimestres et des trimestres, non? Parce que même s'il y avait de bonnes nouvelles, je sais pas, qui pourraient venir sur le front de l'économie ou même dans les négociations avec le Royaume-Uni, peu importe, il y aurait toujours le risque d'un autre référendum dans un autre pays, et donc toujours cette incitation à une extrême prudence. Là, on est entré dans une prudence de laquelle il sera compliqué de sortir désormais. Alors, il y a deux choses. Il y a le fond et puis il y a les prix. Alors on peut être prudent à un niveau de prix et un peu moins prudent à un autre niveau de prix. Et ce que je vous dis rapidement, c'est aujourd'hui, en effet, pour des raisons d'instabilité politique durable, à la fois au UK, puisqu'on va sortir très progressivement de ce sujet. On sait qu'on n'aura pas d'éléments clairs d'un point de vue politique avant le 2 septembre. On aura la liste des prétendants au poste de Premier ministre aujourd'hui. On aura une première échéance début septembre, puis après une incertitude sur l'activation ou pas de ce fameux article 50. Donc tout ça va nous emmener durablement dans l'incertitude politique au UK. Vous l'avez dit également, incertitude européenne, puisque les forces centrifuges vont être fortes en Europe partout, y compris d'ailleurs au UK sur des sujets comme l'Écosse, qui sont des sujets sensibles également. Donc les forces centrifuges vont rester fortes en Europe. On a une échéance de référendum constitutionnel en Italie au mois d'octobre. On a les échéances électorales en France et en Allemagne en 2017. Voilà. Oui. Et puis vous avez oublié Donald Trump et la présidentielle américaine au milieu de tout ça. Non, je l'ai pas oublié parce que je suis restée centrée sur l'Europe, mais en effet, ça rajoute sur le champ économique une incertitude supplémentaire outre-Atlantique. Donc voilà, ça va durer. Ce qui va être important aussi de mesurer, c'est l'impact économique de tout ça. On va geler un certain nombre de projets, mais c'est déjà le cas au UK dans la sphère financière, mais pas que. Il y a des accords commerciaux, il y a des accords financiers qui sont en place et qui vont devoir être renégociés. La période de renégociation, elle va dépasser les 2 ans théoriques. Donc en effet, ça c'est aussi un facteur temps. On sait que les marchés n'aiment pas le facteur temps. Et ce qu'il va falloir chercher, et ce sur quoi il va falloir être à l'affût, me semble-t-il, dans cette période, ce sont des zones d'excès des marchés pour capter un bonus lié à cette incertitude, ce que j'appelle moi aujourd'hui la prime de risque politique Europe. Et aujourd'hui, objectivement, sur l'état des marchés tel qu'on le constate aujourd'hui, avec des bourses européennes qui ont retracé 50% de leur blip Brexit, avec des taux corps euros qui sont à leur point bas historique, avec un marché du crédit qui s'est qui a été un peu plus secoué, sur lequel on commence à voir nous des opportunités.
Globalement, aujourd'hui, on n'a pas le sentiment d'une zone d'opportunité extrême au niveau auquel on est arrivé après 3 séances de bourse. Voilà, c'est simplement ce que je vous dis. Par contre, si ça secoue un peu plus et si les marchés sont excessifs dans la période d'incertitude qui va prévaloir, je pense qu'il faudra revenir sur les fondamentaux qui ne sont pas si noirs que ça, qui ne sont pas extrêmement positifs, mais qui ne sont pas si noirs que ça, et donc se repositionner à l'achat, oui, sur des zones de meilleure opportunité. Raphaël, finalement, voilà, ce sont les 2 scénarios que vous avez évoqués dès le départ. Comment est-ce que vous allez, vous adapter, appréhender, mesurer le risque et du coup en déduire des stratégies, des idées d'investissement? Oui, écoutez, moi je suis très admiratif pour les gens qui arrivent à faire des prédictions sur le plan politique. Le temps des marchés et le temps de la politique sont des temps complètement différents. Oui, mais qui doivent vivre ensemble malgré tout. Qui doivent vivre ensemble. Ce qu'on essaye de faire chez Ceylon Investment, c'est de se focaliser sur des sociétés dont le risque politique est le plus faible possible. D'accord. Donc on n'investit pas dans les pays émergents à cause de ce risque-là. On investit dans des sociétés qui sont le plus mondialisées possible. On investit dans des sociétés qui ont des ressorts de croissance qui sont les plus stables possibles. Je vous donne quelques exemples: Dassault Systèmes, Essilor, tout un ensemble de valeurs dont l'implication du Brexit est relativement faible quand on regarde la société en elle-même. Le cours de bourse c'est une autre chose, mais la société en elle-même évidemment sera beaucoup moins affectée. Donc c'est jamais le moment d'être complètement in ou complètement out du marché. C'est toujours le moment d'avoir les bonnes valeurs, celles qui vous produisent la qualité, la croissance, et aussi le terme clé aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait Madame Auclair, la prédictibilité, la prévisibilité, la prédictibilité qu'on peut avoir sur ces valeurs. Donc, je crois que... C'est en cela en plus qu'il n'y a pas eu de mouvement de panique sur le marché, et on a vu même au pire moment de vendredi, notamment des titres qui finalement reculaient à peine. Il y avait des Orpea par exemple. Oui, en fait ce qui s'est passé, c'est que depuis lundi, il y a eu 2 éléments qui à mon avis sont importants. Le premier, c'est les élections en Espagne, et le premier test européen a eu lieu, c'est le fait que le parti Podemos n'a pas vu ses résultats profiter d'un effet de contagion positif du vote anglais. Le deuxième élément évidemment qui est important, c'est ce qu'a dit Draghi avant-hier sur les implications du Brexit sur la croissance de la zone euro. Il a parlé d'une implication négative de l'ordre de 30 à 50 points de base. J'imagine que beaucoup d'investisseurs ont réagi sur ce sujet en mettant en avant le fait que ça voulait dire qu'ils prévoyaient également de nouveaux outils de relance monétaire et qu'ils allaient les annoncer dans les prochaines semaines. Donc ça a permis également à la sphère financière d'être rassurée. Madame parlait de forces centrifuges. Il y a des forces de rappel aussi qui sont extrêmement fortes. C'est les forces qui sont liées à l'action des banques centrales. On a vu ça en Europe avec les déclarations de Draghi et aussi également aux États-Unis, puisque finalement le dollar est clé et l'évolution du dollar est clé dans tout ça à moyen terme, avec le fait que les investisseurs maintenant aux États-Unis attendent comme prochain mouvement soit une stabilité, soit maintenant une baisse des taux de la Fed. Ah oui. Donc en ça, l'écosystème de politique monétaire s'est complètement renversé en l'espace d'une semaine. Évidemment, ça a un effet positif sur les marchés actions. Mais alors justement, évoquons ce que peuvent faire la Fed et la BCE désormais. La Fed, vous nous dites, certains estiment même qu'une baisse de taux est possible aux États-Unis. Sauf que quand on voit que les marchés ont réagi finalement à ce Brexit violemment dans les premiers jours, et puis là ça va mieux, est-ce que le fait que ça aille déjà mieux pourrait pas pousser la Fed à se dire bon, finalement les marchés tiennent pas si mal que ça, et donc ma hausse de taux, je vais la faire quand même. Yellen a prouvé depuis qu'elle est présidente de la Fed sa prudence. Et qu'elle était tout à fait à l'écoute des marchés. Si dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la crispation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni perdure, si le climat politique en Europe devient de plus en plus compliqué et entraîne une hausse du dollar, et je reviens sur cet aspect important, la hausse du dollar évidemment fera bouger la Fed en direction d'un assouplissement de la politique monétaire. Dans ce cas-là, elle aurait certainement une vision beaucoup plus ouverte sur les choses qu'elle l'avait avant le Brexit. C'est en ça que le Brexit et le vote a des implications qui sont importantes pour les marchés financiers mondiaux, pour le coup. Pascal, sur la Fed. Ouais, vous allez jusqu'à adapter votre vision de la Fed, de la croissance liée à ce Brexit ?
Moi, j'écoute Madame Yellen comme Raphaël. Elle a deux choses qui l'intéressent beaucoup aujourd'hui. Le contexte international, et le Brexit en fait partie. Et donc, elle va le prendre en compte. Elle l'a dit pour la Chine. Elle le fera pour le Brexit. J'en suis convaincue. Et puis, les résurgences de tensions modestes pour l'instant sur les prix, qui sont sa priorité principale d'un point de vue domestique. Le comportement du dollar en fait partie aussi, évidemment. Et le mix de tout ça nous fait dire qu'elle va probablement faire ce qu'elle a fait déjà à plusieurs reprises pour des raisons chinoises cette fois, c'est-à-dire différer le prochain mouvement. Je ne pense pas personnellement que ça puisse être une baisse de taux, ça me semble antinomique avec le contexte, je dirais, macroéconomique des États-Unis où, somme toute, même si elle est modeste, la croissance est là et les premières tensions inflationnistes se font jour, surtout si on a des glissements d'inflation qui font tangenter l'inflation globale vers l'inflation core. Donc, moi, je ne la vois pas opérer une baisse de taux, d'autant que les marchés, me semble-t-il, ont réagi et c'est un facteur favorable en très bon ordre par rapport à cet événement du Brexit. On ne peut pas dire qu'il y a eu de mouvement de panique, même sur la volatilité, il y a eu un petit SPAC vendredi, depuis on est revenu en régime normal. Donc il me semble quand même qu'une fois passé cet épisode traumatisant pour les opérateurs que nous sommes, les banquiers centraux dans leur ensemble, ça vaut aussi pour la BCE, vont revenir à leur métier de base et vont revenir à leurs fondamentaux, que Madame Yellen va se réintéresser de façon forte aux fondamentaux de l'économie américaine, c'est que sa priorité va être de ne pas être trop behind the curve par rapport aux tensions inflationnistes. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le marché de taux américain dans le 2 ans ou dans le 10 ans américain, il y a 0 hausse de taux pour pratiquement 2 ans qui sont pricés. Ça, moi, je considère que c'est excessif et que donc il y a quelque part une valeur dans le marché à jouer le pari contraire de ce statu quo ever sur les taux américains. Donc ça, c'est notre position. Et en effet, on trouve que sur l'inflation américaine et sur le directionnel des taux américains, on a finalement une position asymétrique à prendre qui consiste à jouer à un terme donné le redressement de ces courbes de taux. Sur la BCE, elle est au cœur du sujet Brexit, elle va rester très supportive sur l'ensemble de la sphère income, c'est-à-dire sur l'ensemble des taux fixes. Donc nous ne voyons pas les taux corps remonter très significativement. L'observation des dettes... Elle peut encore baisser ces taux-là, la BCE. Elle a dit qu'on n'est pas forcément sur des planchers. Baisser les taux, elle va avoir un petit sujet quand même, c'est la profitabilité des banques. Oui. Il y a un petit souci, parce que s'il y a un truc qui a vraiment souffert dans le contexte, ce sont les bancaires, qu'il s'agisse des equity bien sûr, mais aussi des dettes bancaires, des dettes subordonnées bancaires qui ont quand même pris un coup. Donc elle va être soucieuse de ne pas trop pousser le bouchon de ce point de vue-là. Et du coup, plutôt pousser le bouchon sur le QI, par exemple, qui est supposé s'arrêter en mars 2017. Ça va arriver vite maintenant. Elle va annoncer le prolongement. Ça me paraît pas très compatible avec le fait d'activer d'activer tout récemment le programme de crédit, qui est ample, qui va jusqu'au crossover. Donc moi je pense que mars 2017, là pour le coup, elle peut décaler assez fortement son programme dans le temps. Rien n'oblige à arrêter le mouvement. Et donc là, c'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit et de ne pas contrer ce mouvement qui est un mouvement très fort, qui a poussé les rendements de l'ensemble des courbes corps en territoire négatif pour l'Allemagne en tout cas, qui a emmené les taux français à 25 centimes aujourd'hui, qui a maintenu, en dépit de cet événement du Brexit, toutes les dettes périphériques pratiquement sur leur point bas ever. L'Italie cote plus bas aujourd'hui qu'elle ne cotait la veille du Brexit. On a gagné 10 centimes de rendement sur le BTP italien. Et l'ensemble de la sphère crédit, investment grade, mais pas que, même la sphère high yield, est aujourd'hui maintenue par contamination, je dirais, des investisseurs qui sont à la recherche de poches de risque income sous pression sur des taux qui sont des taux durablement bas. Donc là-dedans, chaque fois que vous avez des résurgences de stress et de risque, il faut aller chercher les opportunités.